Part 17 of The Evergreen, a Northern Seasonal, Spring 1895. This LibriVox recording is in the public domain. La littérature nouvelle en France, par Charles Saroléa. Trois faits me semblent dominer et résumer l'évolution littéraire de ces dernières années, faits connexes et qui ne sont au fond que trois aspects d'un seul et même fait. La banqueroute de la philosophie pseudo-scientifique, la banqueroute du naturalisme, la renaissance de l'idéalisme. 1. Et d'abord, le banqueroute de la philosophie scientifique. Ce sera, pour nos petits-neveux, un éternel sujet d'ébahissement quand ils liront l'histoire des idées et leur influence sur la deuxième moitié du XIXe siècle. Jamais on n'a défendu, avec autant d'assurance au nom de la raison, des dogmes aussi irrationnels, des théories qui ressemblent d'aussi près à des aberrations mentales. Jamais on n'a vu pareil dogmatisme chez les uns, pareille foi de charbonnier chez les autres. Jamais l'Église catholique n'a exigé de ses fidèles une abdication aussi complète de leur entendement que ne l'ont fait les philosophies positives des Haeckel et des Spencer. Considérez, je vous prie, cette théorie moniste sur l'évolution mécanique de l'univers, qui fait jaillir l'éclaté de la raison, qui fait sortir la vie de la mort, la conscience de l'inconscience, le génie de la folie, la psychologie de l'homme de la psychologie des infusoires, la vertu des grands hommes, des instincts des petites bêtes, la morale de saint François de la morale des Bochimons. Et pour accomplir avec un succès triomphal cette prestidigitation logique, il n'a fallu à cette philosophie que cette seule et magique formule. Par gradation infiniment petite sur une tombe infiniment longue. Et pour faire accepter ce prodigieux enchaînement d'absurdités, il n'a fallu concéder à cette philosophie que cette première et féconde absurdité, d'abstraire les antécédents des conséquents, de faire de ces antécédents des entités existant par elles-mêmes, de ramasser dans ces antécédents toute la causalité au début de l'univers, d'isoler en un mot les causes primitives de leurs conséquences finales, n'oubliant ainsi qu'une seule chose, c'est que la vraie nature et le contenu de la cause ne nous apparaît que dans ses effets. Considérez encore, je vous prie, cette classification positive des sciences, qui a voulu détrôner la psychologie et qui l'a voulu asseoir sur la biologie, comme s'il n'y avait rien de commun entre les méthodes d'observation en biologie et les méthodes d'observation en psychologie, comme si l'âme humaine pouvait se révéler à d'autres qu'à elle-même, comme si elle pouvait être étudiée autrement que par cette introspection tant raillée par la philosophie scientifique. Considérez ces déclamations naïves contre l'anthropomorphisme, comme si l'anthropomorphisme n'était pas la condition et la limite de toute science humaine, comme si nous pouvions sortir de nous-mêmes et regarder l'univers avec l'œil à facettes d'une mouche. Considérez ces déclamations plus naïves encore et, en tout cas, plus grossières sur la révolution de Copernic, sur la terre qui n'est qu'une goutte de boue, sur l'homme qui n'est qu'une moisissure d'un jour éclose sur cette goutte de boue, un insecte infiniment petit avec un orgueil infiniment grand, comme si la révolution de Copernic pouvait impliquer une révolution fondamentale de la morale, comme si la valeur morale et intellectuelle des habitants de ce monde sublunaire était en raison directe de la masse et en raison inverse du carré de sa distance, de Sirius et d'Aldébaran. Et considérez surtout ces lieux communs sous l'automatisme animal et humain, sous l'homme qui n'est qu'une marionnette agitée pour l'amusement d'un dieu inconnu ou du hasard, sous l'âme qui n'est qu'un mécanisme mis en branle par le monde extérieur et dont les circonstances, tour à tour,
remonte et démonte les rouages, sur la responsabilité et la liberté, qui ne sont qu'une illusion attribuant à l'individu les crimes de sa chair et de ses nerfs. Ces théories qui furent de viatique de la France pendant un quart de siècle, qui furent acceptées et proclamées par la littérature naturaliste comme les premiers principes d'un art nouveau, l'on pouvait prévoir ce qui en devait sortir, et l'on sait trop bien ce qui en est sorti en effet. Il en est sorti une littérature maladive, littérature déprimée et déprimante, œuvre de névroses et ne pouvant enfanter que des névroses. Roman naturaliste de Zola, roman épileptique des Goncourt, roman érotomane de Maupassant, fleur de mal de Baudelaire, névrose de Rollinat, scepticisme nihiliste de Renan, et évangile de libre amour selon l'abbesse de Jouard, et comme couronnement, philosophie de Taine, machine sociale où l'on n'entend que grincement de poulies, enfer social où l'on n'entend que grincement de dents. 2. Voilà la philosophie qui est finie, ou qui est en train de finir. Et cette banqueroute de la philosophie scientifique devait naturellement en amener une autre, la faillite de la littérature qui en était sortie et qui se réclamait de la philosophie scientifique, comme la philosophie scientifique se réclamait de la science. Assez longtemps, les fleurs de mal s'étaient épanouies sous le fumier de la corruption des boulevards. Assez longtemps, la littérature avait vécu dans l'atmosphère de la salpêtrière et les amphithéâtres de dissection. Désormais, libre aux épigones de Baudelaire, de hanter tour à tour les bouges, les hôpitaux et les sanctuaires, et tour à tour de chanter la luxure et la Vierge Marie. La littérature nouvelle a quitté, elle quittera de plus en plus ses bouges et ses hôpitaux pour le grand air et la lumière. Fini la règne de la littérature scientifique et documentaire qui n'était en réalité que la littérature brutale. Fini aussi la règne du voltairianisme gouailleur et du dilettantisme sophistique. Sans doute, les vieux voltairiens et les sceptiques sont toujours là, la postérité impuissante de Renan. M. Barrès, Anatole France et Jules Lemaître continuent de promener sur toute chose le désenchantement, ou satisfait, ou résigné, ou mélancolique. Sans doute, j'avoue que l'on reconnaîtrait difficilement l'esprit d'une renaissance dans les rôtisseries de la reine Pédoc, ou même dans les opinions de Jérôme Coignard, les deux dernières fantaisies de M. Anatole France. Sans doute, il est vrai encore que les naturalistes en apparence sont toujours en possession de la faveur populaire et que le tirage de leurs œuvres ne souffre pas une notable décroissance. Mais en réalité, là même, quel changement! Et le maître de Médon lui-même, quantum mutatus abilo, quelle marche depuis la terre jusqu'à son dernier roman! Il est allé à l'Aude, il ira à Rome. Un jour, n'en doutez pas, il fera le chemin de demain. Et quant à ses disciples d'avant-hier, néophytes de la veille, comme ils se bousculent sur le chemin de demain. Avec quel mépris et quel dégoût ils se détournent de la contemplation de la bête et de la contemplation de leur nombril. Avec quelle inquiétude ils prêtent l'oreille à tous les échos du dehors, attendant la bonne nouvelle que cet évangile s'appelle néo-bouddhisme ou néo-catholicisme, mysticisme ou théosophisme, hypnotisme ou télépathie. Comme ils se précipitent sur toutes les philosophies, sur toutes les théories récentes, sur la suggestion, sur les idées fausses, sur le socialisme idéaliste, sur les systèmes de Guyot ou de Nietzsche, pour y trouver une conception de la vie et une direction de leur art. Dans ces écrivains qui ont à un tel degré le sentiment de leur responsabilité sociale,
qui croient avoir charge d'âme, qui étalent encore la bête humaine, mais, comme Héraclès étalait le dépouille du lion de Némée, comme un trophée de victoire de la bête qu'ils ont tuée en eux, dont ces écrivains investis d'un sacerdoce, tout comme naguère le songeur Hugo ou le penseur Balzac, reconnaissez-vous encore le dilettanti de l'art pour l'art? Examinez quelques-unes des œuvres apparues en ces dernières années. Choisissez-les dans les écoles les plus diverses. Étudiez quelques écrivains, depuis le rédacteur du Mercure de France ou de l'Hermitage, jusqu'au directeur de la Revue des Deux Mondes. Je ne considère pas leur valeur, je ne considère que leur tendance. Et ne sont-ce pas, au fond, les mêmes tendances que vous retrouvez dans le disciple de Bourget, dans les contes de Villiers de l'Isle-Adam, dans les derniers romans de Paul Marguerite, dans la critique de Brunetière, dans les prédications de Vogue, de Desjardins, dans la vie simple d'Edmond Picard, dans le théâtre de Maeterlinck, et enfin, last not least, dans toute la littérature belge qui s'est si complètement émancipée de la tyrannie des boulevards et si triomphalement vengée du mépris des boulevardiers. Un courant européen secoue à travers tout cet art naguère encore stagnant et croupissant. Un vent frais a balayé les miasmes, vent du large, vent soufflant des steppes de la Russie et des fjords de la Scandinavie. 3. Tel est le fait capital qui s'impose aux étrangers qui veulent comprendre la littérature française d'aujourd'hui. Aux anglo-saxons surtout, qui ne vont respirer trop souvent que ce que Louis Vuillot appelait si joliment les odeurs de Paris, et que l'on ne dise pas que ce fait n'est qu'à la surface. Ne se manifeste-t-il pas, à la fois, dans tous les domaines, en politique, où s'est faite la concentration des bonnes volontés et la conciliation des vieux partis monarchiques, où les vieilles et mesquines questions politiques ont fait place aux questions sociales, en religion, où les catholiques ont désarmé et abdiqué devant la République, où les anticatholiques ont abandonné les vieilles méthodes voltairiennes, où en pleine tribune, un ministre proclamait théâtralement les exigences de l'esprit nouveau, et que l'on ne dise pas non plus, pour se débarrasser de ce fait, et pour en méconnaître la valeur, que cet esprit nouveau est trop souvent une résurrection de l'esprit ancien, que cette prétendue renaissance n'est qu'une exhumation de l'Antiquité et les antiquailles cléricales, que tout ce que l'on a gagné, tout ce que l'on gagnera sur la philosophie positive sera gagné par le catholicisme et pour le catholicisme, et que ce catholicisme sera demain ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il était hier, ce qu'il était au siècle de Saint-Dominique. Car fut-il même vrai que le catholicisme dut regagner du terrain, ce catholicisme ne pourra plus être, il n'est déjà plus ce qu'il était naguère. Là aussi, les eaux dormantes sont agitées sur un souffle de nouveau monde, l'esprit des Manning et des Gibbons. Que si l'on soutenait quand même que ce renouveau de catholicisme, quoi qu'il pût devenir, serait un recul ou un malheur, il faudrait répondre que ce recul et ce malheur sont imputables uniquement à ceux qui ont cru que l'on pouvait détruire une grande religion par les gaudrioles ou des gauloiseries, ou que l'on peut détruire ce que l'on est impuissant à remplacer. Et enfin, objectera-t-on encore que la réaction contre la philosophie scientifique est trop souvent une réaction contre la science, ou, comme le disait hier Berthelot, un retour offensif du mysticisme, que les jeunes littérateurs, forts de leur ignorance, parlent trop complaisamment de la banqueroute d'une science dont ils ignorent les premiers rudiments, et que leur paresse se réfugie trop commodément dans une foi de charbonnier.
comme si la science était responsable de la faillite d'espérance qu'elle n'a pas faite ou qu'elle ne pouvait faire, comme si l'astronomie et les mathématiques étaient solidaires des excès de la zoologie darwinienne. Tout cela peut être vrai, tout cela est vrai dans une certaine mesure, mais la récente controverse qui a mis aux prises en France M. Brunetière et M. Berthelot, et qui a tant ému le monde savant, nous montre les dangers d'une réaction regrettable. Mais même en tenant compte de ce qu'il peut y avoir de réactionnaire dans cette réaction, de dilettantisme, de snobisme et d'insincérité dans cette invasion de tous les ésotérismes, comment, malgré tout, méconnaître ce que la jeune littérature a apporté dans son œuvre de sympathie plus large, de souffle plus pur, d'inspiration plus généreuse, et en même temps d'originalité plus intime et moins extérieure. Comment ne pas applaudir à la disparition de la littérature brutale et de la littérature hystérique? Comment ne pas saluer avec une joie confiante l'art français qui va s'épanouir et le renouveau qui va fleurir? End of part 17.